En plein drame, en plein duel, et ces liaisons dangereuses ne sont à vrai dire qu'une succession de duels à mort. La question de savoir s'il s'agit là d'une forme d'héroïsme peut paraître presque indécente, mais nous nageons dans l'indécence la plus totale depuis le début de ce cycle de conférences, puisque nous avons successivement examiné avec Don Juan, avec Macbeth et avec quelques autres, l'hypothèse d'un envers, une autre histoire de l'héroïsme, et d'une forme obscure, d'une forme plus souterraine, mais néanmoins peut-être héroïque et fascinante parce qu'elle est littéraire, fictive. La question de cette figure du mal en réalité est peut-être une chose d'ailleurs que nous examinerons par ailleurs. Évidemment, ce dont nous parlons, c'est de littérature, c'est de fiction, c'est de théâtre, c'est de mythe. Et ces univers-là, successifs, sont des moments de notre histoire, et donc, d'une certaine manière, de nos fantasmes, et peut-être de fantasmes héroïques parce que noirs. Avec ce moment de la fin du XVIIIe siècle, puisque les Liaisons dangereuses sont écrits en 1784, 5 ans avant la Révolution française, nous toucherons là à une forme de pointe, si j'ose dire, à la fois au bout de l'épée et la pointe au sens rhétorique du terme, ce qui conclut un propos et qui fait mouche et qui peut tuer, puisque, comme le dit d'ailleurs le film Ridicule, le ridicule peut tuer, les mots peuvent tuer, et là les mots vont tuer. Nous touchons donc cette pointe-là, et c'est une pointe extrême, une pointe au bord de l'abîme. Après, il y aura la Révolution française et le Marquis de Sade. Héros de la destruction, donc, que Valmont et Merteuil, que nous venons de voir successivement en position de bourreau et de victime, l'un pensant être en position de maîtrise et s'avérant la dupe de l'autre. Un duel à mort, c'est ce que dit Sade d'ailleurs, l'amour est un duel, une guerre à mort entre les sexes, ce qui sera repris par Strindberg un siècle plus tard dans son théâtre où il présentera des figures masculines et féminines en conflit, il parlera de la guerre des cerveaux entre les sexes. Avant d'en arriver à cette autre fin de siècle, commençons par cette première fin de siècle, la fin du XVIIIe siècle. Réfléchissons ensemble à ce moment particulier qui voit advenir un roman qui est certainement un chef-d'œuvre absolu de la langue française, un roman parfait, une forme de cathédrale, 175 lettres agencées de telle sorte qu'il est impossible d'en déplacer une seule sans faire tomber l'édifice. C'est donc d'abord un roman, et un roman par lettres, un roman qui fonctionne par correspondance, et donc dans cette liaison, tout est lié et tout est délié à la fois, tout est tenu à distance et tout fonctionne sur la manière de créer l'intimité, la promiscuité, et finalement, par frottement, le danger. Le terme même de liaison dangereuse apparaît d'ailleurs dans le roman, 2 fois, et une fois lorsque la marquise Merteuil, de façon évidemment perverse, dénonce une liaison comme dangereuse. Je pense qu'il y a une liaison dangereuse entre ces 2 jeunes gens. Alors, que signifie ce danger? Que signifie cet héroïsme de la destruction après ce dont nous avons parlé, à savoir une forme d'héroïsme du mal et une forme d'héroïsme de la conquête, ou du désir, avec Don Juan, après Macbeth et Don Juan, voici donc, pour une fois, une figure féminine, Merteuil, qui est, comme on va le voir, bien supérieure à Valmont. Et d'ailleurs, Valmont, dans cette scène que vous venez de voir, qui est une interprétation possible du roman, se suicide, puisqu'il se laisse tuer en duel, il aurait très plus facilement tué son adversaire, il court à la mort puisque la vie n'a plus de sens, ne vaut plus d'être vécue. Pourquoi? Et c'est l'une des forces de ce roman aussi, parce que, comme beaucoup de grandes œuvres, elle repose sur un paradoxe, à savoir que le libertin, ici, qui est censé être une figure qui résiste aux passions, est une figure amoureuse. On pourrait sous-titrer Les Liaisons dangereuses, Valmont ou le libertin amoureux. De même que le sous-titre du misanthrope est L'atrabilaire amoureux. Vous savez que l'atrabilaire, c'est celui qui a la bile noire, atrabile, et que selon la théorie des humeurs d'Aristote, eh bien, nous avons 4 tempéraments possibles, chacune est déterminée par une humeur, le tempérament sanguin, le tempérament de la bile jaune, ou sanguin colérique, et le tempérament flegmatique, plus calme, le personnage de Philinte, par exemple, dans le Misanthrope, qui a ce calme-là, qui est un flegmatique, et puis Alceste, qui a cette bile noire, l'atrabile, la mélancolie, ce qui va le pousser à ces espèces d'accès et de renversement.
Eh bien, si on considère les humeurs et le contraste entre une humeur, la mélancolie et l'amour chez Alceste, on a un paradoxe encore plus grand avec le libertin amoureux, puisque le libertin est censé être celui qui domine les passions, non seulement les siennes, ce qui est l'idéal classique, dominer les passions et vaincre, comme le dit Descartes, vaincre ses passions plutôt que l'ordre du monde, soumettre ses passions, idéal classique dont on a déjà parlé avec Don Juan. Eh bien, au-delà de cet idéal classique, il y a soumettre les passions des autres, ou plutôt provoquer de façon encore plus forte les passions des autres pour pouvoir les canaliser, les faire exploser. Et donc, celui qui est censé dominer sa passion et provoquer celle des autres se retrouve pris par une passion plus grande encore, qui est celle de l'amour. C'est le paradoxe de ce roman, que cette passion amoureuse du libertin, qui va poser une question, et qui va plutôt prouver une chose, que le rêve de maîtrise absolue, qui est le projet du libertinage, maîtriser sa passion, provoquer celle des autres, ne peut aboutir qu'à la mort. Voilà pourquoi j'ai proposé comme titre « Ces héros de la destruction », parce que, me semble-t-il, il y a dans ce projet de maîtrise absolue une finalité qui est, pour tout libertin, le fait de tuer en duel tous les hommes et de faire chuter toutes les femmes. On voit d'ailleurs les deux, puisqu'on voit comment Valmont, après avoir séduit Tourvel, l'a prise. C'est toute la scène qu'on a vue, It's beyond my control, c'est plus fort que moi, dans le texte de Laclos, c'est plus fort que moi. Eh bien, il brise cette femme, et après, il se retrouve en duel face à cet homme et se laisse tuer. Donc, une destruction qui va laisser quoi? Qui va laisser une figure qui serait en quelque sorte sur un champ de ruines, sur un champ de cadavres, et qui pourrait affirmer ainsi sa suprématie absolue. Alors on a là, me semble-t-il, le fantasme aristocratique poussé à l'extrême. Et ce sera le premier temps de ce voyage, de réfléchir à cette décadence aristocratique, le moment politique qui permet, d'une certaine manière, la floraison de ce fantasme-là. Quel est le moment où nous sommes? Nous sommes à un moment où l'aristocratie est prise en étau entre, d'une part, une monarchie absolue qui elle-même est en décadence, et puis, ça, en déclin, et puis d'autre part, une bourgeoisie en pleine ascension, et évidemment, la confrontation des deux va donner la Révolution française immédiatement après. Commençons d'abord par le rapport entre la monarchie et l'aristocratie. Il y a, je crois vous en avoir parlé, un essai du sociologue allemand Norbert Elias qui s'appelle « La dynamique de l'Occident ». Dans cet essai, Elias examine comment s'est constitué l'État dans le monde en général et en Europe en particulier. Et il constate qu'il y a un pays dans le monde où il y a une sorte de caractère pur, quasi pur en tout cas, quasi idéal, dit-il, de l'État-nation. Et ce cas, je vous le donne en mille, c'est la France. C'est-à-dire un pays où tout s'est construit à partir d'un État centralisé qui a s'est progressivement déployé, a progressivement fait tomber l'ensemble des autres niveaux, en tout cas il les a subjugués, il les a à partir d'un centre. D'ailleurs vous voyez encore le réseau ferroviaire français, il est en étoile et avec Paris en centre, donc c'est inscrit dans les routes, c'est inscrit dans les paysages, et certes, 30 ans de décentralisation ont bien tenté d'inverser ces tendances séculaires, elles demeurent extrêmement fortes, c'est très différent, vous le savez par exemple en Allemagne, où vous avez des centres urbains qui sont, voilà, en Bavière, à Munich, vous avez différentes grandes villes, c'est différent au Royaume-Uni, vous avez l'Écosse, l'Angleterre, le Pays de Galles. En France, on a cette tradition de la centralisation qui a plusieurs siècles, pour ne pas dire 1000 ans. Donc, Norbert Elias, dans cette dynamique de l'Occident, constate que le pouvoir fonctionne par cette centralisation et va ainsi faire, j'allais dire, tache d'huile, en tout cas, va s'étendre comme ça, en intégrant successivement les niveaux qui sont devenus des niveaux inférieurs qui lui résistent. Et quels sont ces niveaux inférieurs, précisément? Ce sont les grands, c'est-à-dire ce sont les nobles qui étaient ducs, qui le restent d'ailleurs, ducs, marquis, comtes, etc.,
et qui étaient d'une certaine manière, en tout cas qui pouvaient se prétendre souverains en leur domaine, c'est-à-dire qu'ils avaient une forme d'autonomie. C'était, disons, la volonté aristocrate, l'idéal aristocratique, c'est-à-dire le fait qu'il y a une forme de supériorité, on en a parlé évidemment au moment de Don Juan. Eh bien, cette supériorité, elle se trouve mise à mal, cette autonomie-là, elle se trouve mise à mal avec le fait qu'un souverain, qui à l'origine n'était que un des princes, un des nobles parmi d'autres, qui même au début était élu parmi l'Assemblée, et bien que cet un se retrouve au-dessus du petit nombre qui domine. Et donc, il y a, pendant tous ces siècles, une sorte de tension, d'ambivalence entre une logique centralisatrice de l'État, que les différents souverains vont tenter, et vont d'ailleurs avec succès mettre en œuvre. Prenez Philippe le Bel, prenez début du XIIIe siècle, prenez Saint-Louis, d'accord, jusqu'en 1280, prenez ensuite évidemment François Ier, au début du XVIe siècle, 515-547, prenez ensuite Henri IV, qui pacifie jusqu'à son assassinat, et puis prenez Louis XIII, prenez Louis XIV, tout le XVIIe siècle. Bon. On arrive là au XVIIIe siècle, et on voit que parmi ces grands souverains, une de leurs préoccupations constantes, appuyées pour certains par les premiers ministres, était de tenir en respect la noblesse. Cette noblesse-là, qui, voyant le pouvoir croissant du pouvoir central, de l'autorité centrale, eh bien, à des moments de révolte. Je vous avais parlé la dernière fois, souvenez-vous de la Fronde, lorsqu'on avait évoqué Don Juan et du caractère frondeur de Don Juan, de son insolence. La Fronde, c'est un des moments où la noblesse, ne supportant pas le fait que la monarchie non seulement contrôle les pouvoirs, mais qu'en plus elle se revendique de droit divin, désormais, monarchie absolue, qu'elle ne laisse pas de place à la différence de l'Angleterre, à un équilibre, cette monarchie devient disproportionnée pour une partie de la noblesse. Et donc, il y a ces mouvements de révolte, il y a ces mouvements de rébellion, il y a cette volonté d'autonomie, et qui va finalement provoquer la Fronde. La Fronde, je l'avais évoqué, c'est un des derniers moments réels, à part, je parlerai d'autres moments plus tard, mais c'est un des moments les plus marquants, où la noblesse dit au roi, nous ne supportons plus cette tutelle. Donc, toute la suite, notamment le projet de Louis XIV, c'est la domestication de la noblesse. Et j'avais évoqué, pour ceux qui étaient là la dernière fois, à Versailles, cette image, lorsque Louis XIV se promenait et montrait les jardins de Versailles, il y a une fontaine dans le jardin de Versailles, avec Vénus, son fils, qui est censé être Louis XIV, puisque Louis XIV étant le roi soleil descend de Vénus, et autour des monstres, des figures de crapauds, des figures hybrides, et lorsque Louis XIV se promenait et montrait à la noblesse, eh bien il montrait, voilà ce que vous devenez lorsque vous vous révoltez contre le roi soleil, le droit divin. Vous devenez des monstres. C'était une sorte de memento, si vous voulez, une manière de rappeler qu'il faut garder sa place et que désormais, il y a cette supériorité. Autrement dit, cette domestication de la noblesse qui s'est opérée sur plusieurs siècles, elle a entraîné le fait que d'abord, le noble était un père PAIR, c'est-à-dire un égal, quelqu'un qui était, d'ailleurs en Espagne par exemple, couvrez-vous, vous êtes grand d'Espagne, on trouve chez Hugo, couvrez-vous, dans César, vous êtes grand d'Espagne. Donc ça veut dire qu'on ne se découvre pas devant le roi, puisqu'on a un rang proche de lui, si vous voulez, quand on est grand. Grand noble. Donc, de la guerre, si vous voulez, la noblesse est passée à la chasse, et puis elle est passée à une société de cour, où là, tout est organisé suivant une étiquette que décrit d'ailleurs dans un autre ouvrage d'Ambert Elias, La société de cour, où il montre comment tout devient réglé et comment est-ce que la noblesse est domestiquée jusque dans ses gestes, comment se comporter, comment tenir son rang, etc. Donc, la domestication des passions, de façon interne, correspond à une domestication d'un corps social de façon politique, si vous voulez. C'est-à-dire que la noblesse, tout en gardant un rôle évidemment fondamental dans la guerre, puisque telle est sa fonction, première en tout cas, la fonction c'est de défendre, elle se retrouve finalement confinée d'abord du terrain de bataille à la chasse, à la cour, et puis, et c'est le moment où nous arrivons, elle va se retrouver confinée dans les boudoirs et les salons. Et finalement, ce qui devient le projet libertin, tel que cette fin de siècle le transforme, c'est une guerre en salon, une guerre en boudoir, mais c'est toujours cet esprit guerrier qui prime. Et je voudrais parler de cet esprit guerrier. Vous
Vous savez que dans sa manière de concevoir la société, Platon, déjà, considérait qu'il y avait 3 types de fonctions. Une fonction qui est une fonction de direction, qui est occupée par des prêtres, des rois prêtres, d'accord, dit Platon. Ça, c'est l'équivalent de la tête. Il y a une deuxième dimension qui est la dimension du cœur, c'est-à-dire le courage, le fait de faire la guerre, le fait de pouvoir protéger. Et puis, j'en avais parlé aussi, le domaine des passions, c'est-à-dire tout ce qui provoque les appétits et ce qui les satisfait, ce sont les producteurs, les travailleurs. Tripartition de la société, les rois philosophes ou les rois prêtres, les guerriers, les gardiens, et puis les producteurs, les travailleurs, qu'on retrouve évidemment dans la structure de la société française avec le clergé, la noblesse et le tiers-état. La noblesse est donc l'ordre guerrier par excellence, si vous voulez. Sa justification sociale, c'est de défendre contre les attaques. C'est lorsque, au Moyen-Âge, il y a une attaque externe et que les barbares débarquent, c'est d'enfermer, plutôt de protéger dans le village et dans le château, par les forteresses, et d'aller pouvoir exposer sa vie sur le champ de bataille pour défendre. C'est pour ça que le privilège de la noblesse, c'est de porter l'épée, vous l'avez aussi évoqué, et lorsque quelqu'un porte l'épée sans être noble, il se fait bâtonner. C'est un crime que de porter l'épée. Donc l'épée, c'est le signe de la noblesse, c'est le signe militaire, c'est aussi le signe du danger, et tous ces nobles ont l'épée à portée de main. Et un mot peut suffire à faire dégainer l'épée. Dans le film Ridicule, d'ailleurs, qui se situe à peu près à la même période, pour un mot, un duel a lieu un lendemain, et un personnage meurt. Donc, vous voyez comment, par rapport au développement d'une monarchie absolue centralisée, la domestication de la noblesse a d'une certaine manière canalisé cette pulsion guerrière, mais elle l'a en même temps exacerbée. À une certaine forme d'incandescence, et la conséquence de cela, c'est que le point d'application va être, eh bien, l'autre, et l'autre sexuel, c'est-à-dire, en l'occurrence, la femme. Avant de parler de ce projet libertin, et pour comprendre pourquoi est-ce qu'il atteint ce degré-là d'incandescence, il faut voir l'autre force, si vous voulez, l'autre dynamique, qui est la logique capitaliste qui se développe à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, pourquoi? Rapidement, parce que avec la conquête, la découverte du point de vue occidental et la conquête des Amériques et des autres pays, eh bien, des richesses affluent et que, à partir du moment où vous avez besoin d'aller conquérir d'autres pays, vous devez, notamment de l'autre côté de la mer, vous devez investir dans des bateaux. Et donc, c'est le premier moment où le capitalisme se développe vraiment, c'est lorsqu'il y a cette logique d'investissement pour rapporter davantage avec des navires. Ainsi, par exemple, dans Shakespeare, dans Le Marchand de Venise, quelle est l'histoire? Eh bien, il y a un homme qui a investi dans des bateaux, et ces bateaux ont été coulés, ces bateaux ont fait naufrage. Et donc, il a perdu toute sa richesse. Exemple typique, et donc, d'où le fait qu'il va discuter avec le marchand de Venise, avec Shylock, pour une question d'emprunt et d'argent, etc. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, à partir du moment où il y a cette logique capitaliste qui entre en œuvre, qui se développe, le capitalisme, c'est ce que Fernand Braudel, l'historien, raconte, comment est-ce qu'une économie de monde se crée à ce moment-là, au XVIe siècle, eh bien, on arrive à une logique très différente de la logique aristocratique, qui est une logique non plus de l'honneur, qui n'est plus une logique, si vous voulez, de la supériorité par l'exploit, une logique en fait qui a été au cœur de l'héroïsme tel que nous l'avons vu. Macbeth, je vous l'avais dit, est un chevalier dévoyé. Don Juan est un chevalier par certains aspects, mais un chevalier de la séduction. Et là, on a une autre éthique, qui est une éthique non plus de l'honneur, de la dépense, de la superbe et de l'exploit, mais une logique de l'intérêt. Ce qui est extrêmement différent. C'est une logique dans laquelle nous baignons tellement de nos jours qu'on a du mal à comprendre qu'une autre puisse exister. Mais cette logique de l'intérêt, cette logique du travail aussi, puisque c'est le contrepoint, puisqu'on travaille pour qu'il y ait rapport, enfin qu'il y ait production de richesse, et elle va irriguer à partir du XVIe siècle la société. Au point que, pour avancer rapidement, lorsqu'on arrive à la fin du XVIIIe siècle, on a un frottement qui s'opère, plus qu'un frottement, une friction, entre une logique aristocratique de la dépense et de l'exploit et de la supériorité, et une logique capitaliste qui, elle, reconnaît comme valeur, non plus les valeurs, si vous voulez, ou la valeur honneur, etc., mais la valeur au sens financier. Évidemment, il y a d'autres formes de valeurs
qui sont liés à la bourgeoisie, notamment le travail, la norme sociale, les convenances. Et d'ailleurs, une des lectures possibles des liaisons dangereuses, c'est la rencontre entre un monde noble, à savoir Valmont, d'accord, le vicomte de Valmont, la marquise de Merteuil, et puis, en face, la présidente Tourvel, c'est-à-dire une représentante de la bourgeoisie, qui n'est pas une noble. Et qui maîtrise les passions? La noblesse. Qui est dans la naïveté du sentiment, dans, en même temps, la convenance d'un mariage et la violence de la passion amoureuse lorsque arrive à Hitler? Tourvel. C'est aussi une lecture possible, si vous voulez, de cette pièce que cette lecture sociale, la rencontre entre deux ordres, et finalement la destruction des deux par cette passion-là. Donc, au moment où, à la fin du XVIIIe siècle, si vous voulez, la logique bourgeoise s'impose de plus en plus, parce qu'évidemment, la production de richesse, la manière dont l'économie se transforme, c'est le tout début de la première révolution industrielle, donc on n'est pas encore dans l'industriel, mais il n'empêche que on a déjà, si vous voulez, le commerce maritime, le capitalisme maritime, on a déjà ce qu'on voit, on a parsemé, si vous voulez, chez Molière, c'est-à-dire Monsieur Dimanche, la figure du marchand, le noble qui s'endette auprès du marchand. Donc on a, si vous voulez, cette avancée-là, cette poussée-là, et évidemment, ce sera 5 ans plus tard ce qu'écrira le fameux Abbé Sieyès dans son essai « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Il écrira « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Rien. Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Le tiers-État, c'est tout au sens où il représente 95% de la population. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Il n'a pas de représentation. Que veut-il, que demande-t-il? À devenir quelque chose. Donc on a cette montée-là, si vous voulez, des revendications de toute une partie de la population, revendications qui va contre le privilège, puisque telle est la logique, le privilège de la noblesse, et donc on a une double logique, les libertés au pluriel, telles que l'entendent les nobles, les libertés, c'est-à-dire les privilèges, et ces libertés vont se voir contestées dans une logique égalitaire par la liberté. Revendication de la Révolution française. La liberté au sens abstrait, au sens universel, etc. Alors que les libertés aristocratiques, c'est précisément ce qui distingue. Je vous avais parlé d'Alceste, je veux qu'on me distingue. C'est vraiment une parole d'aristocrate. Alors que, en face, il y a une logique égalitaire, d'accord? Les droits sont les mêmes pour tous, les hommes naissent libres et égaux en droit. Égaux en droit. Extrêmement important. Comment rester supérieur et distinct dans un monde où l'égalité est une lame de fond? C'est d'ailleurs ce que décrit plutôt Hannah Arendt dans son essai sur la Révolution, qu'elle écrit dans les années 50, où elle compare deux types de révolutions. Une révolution de l'égalité, la Révolution française, et une révolution de la liberté, selon elle, la Révolution américaine. Elle oppose les deux, et elle parle de l'égalitarisme français, qui vise à faire en sorte que tout le monde ait les mêmes droits, et que finalement il y ait une forme de nivellement, d'équilibre, et que le paradoxe, c'est que c'est dans une société très aristocratique dans son esprit. Donc à la fois, si vous voulez, une volonté d'égalité, et en même temps, une revendication de privilèges ou de choses autonomes. D'où des contradictions, si vous voulez. C'est qu'on va être tous égaux, mais chacun en gardant ses privilèges. Ce qui, évidemment, pose parfois des problèmes d'application. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous, dans cette fin du XVIIIe siècle, c'est que, d'un côté, vous voyez, il y a cette historique application, cette historique domination et domestication de la noblesse par l'État, sauf que désormais, c'est un roi faible, Louis XVI, un roi qui, lui, n'a plus du tout le rapport spectaculaire au pouvoir. Louis XIV, c'était le roi soleil, lorsque vous voyez la prise de pouvoir par Louis XIV de Rossellini, qui est un film superbe, où on voit comment est-ce que Louis XIV s'impose et écarte tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre. Eh bien, la dernière scène de ce film, on voit Louis XIV en train de déjeuner, et toute la cour le regarde déjeuner. Et il est seul face à la cour, il est devenu le spectacle du pouvoir. Il suffit de voir la galerie des glaces d'ailleurs à Versailles pour comprendre ce que c'est que ce pouvoir spectaculaire qui se regarde lui-même en sachant que la fenêtre centrale de Versailles est celle absolument au milieu du bassin et que vous avez toute la perspective et vous voyez jusqu'à l'infini. Donc c'est l'œil du roi, l'œil du souverain qui voit tout, qui est au milieu. Et il n'est pas non plus un hasard que chez Racine, on entend cet œil du souverain, Néron, qui regarde à travers une toile, ou qu'on entend d'ailleurs à la fin de Tartuffe, le souverain qui voit tout. Donc c'est l'œil central qui voit tout. Ça, c'est, si vous voulez, l'âge classique et la monarchie en majesté. Maintenant, à la fin du XVIIIe siècle,
à partir de Louis XV, déjà au début du XVIIIe, la régence, et la régence puis Louis XV et puis Louis XVI, Versailles a été divisé en petits appartements, pour que, justement, il y ait une sphère privée, intime, et donc on n'est plus dans un pouvoir qui se montre avec toute l'étiquette et le fait de vivre sous le regard de l'autre, puisqu'on regarde l'autre, on vit sous le regard de l'autre. Il y a une volonté de retraite, et d'une certaine manière, le pouvoir solaire ne s'affirme plus, n'ose plus s'affirmer de la même manière, et on connaît toutes ces histoires sur Louis XVI et sa serrurerie, et comment il avait ce besoin d'intimité. Donc, une domestication qui en même temps souffre d'une diminution de l'apparat, et de l'autre, une revendication d'une autre logique, une logique d'intérêt, du travail, de l'effort, qui va contre l'idée qu'un homme ne travaille pas, avec une dimension égalitaire. Et bien, vous voyez comment là, l'aristocratie se retrouve prise, si vous voulez, en étau entre ces deux points, et comment elle va appliquer sa logique. Je parle de façon évidemment ponctuelle, il ne s'agit pas de toute l'aristocratie, je parle des liaisons dangereuses, comment une partie de la noblesse va faire du libertinage son cri de guerre, et d'une certaine manière, son ultime, son chant du cygne cruel, pourrais-je dire. Alors, ça c'est un premier moment que j'appellerais politique sur le point d'incandescence aristocratique. Maintenant, on parle bien de liaisons dangereuses, et c'est le deuxième temps que j'aimerais voir avec vous. Que sont ces liaisons? Et de quoi parle-t-on exactement? Et pourquoi sont-elles dangereuses? Et pourquoi sont-elles, pour moi, le terreau d'une forme d'héroïsme particulier? En fait, commençons par nous dire que ces liaisons sont épistolaires. Alors elles sont vécues, mais elles sont surtout racontées. Elles sont racontées, et dans les liaisons dangereuses, c'est un roman par lettres. Il faut savoir que le XVIIIe siècle a des romans, enfin, voire un foisonnement de romans par lettres. Le best-seller de l'époque, c'est la Nouvelle Héloïse de Rousseau. On peut d'ailleurs considérer que les liaisons dangereuses sont une réécriture obscure de la Nouvelle Héloïse, qui est un traité qui vous explique ce que doit être une relation amoureuse, un traité, un roman, mais un roman par lettres. Un autre roman par lettres très célèbre du XVIIIe siècle, c'est les lettres de la religieuse portugaise. On pensait que c'était une vraie religieuse portugaise qui avait écrit des lettres d'amour, c'est au siècle précédent, et en fait on s'est aperçu que ça avait été écrit, que ça avait été composé, que la passion avait été inventée. Et il n'empêche que l'intérêt de la lettre, c'est qu'elle donne une subjectivité. Ce qui est très passionnant quand vous lisez un roman par lettres, en particulier Les Liaisons dangereuses, c'est que vous entrez dans l'esprit, dans l'intériorité, dans la subjectivité de chacun des personnages. C'est comme si vous passiez d'une âme à une autre et que vous donniez les points de vue de chacun. C'est pour ça que le roman par lettres est d'une certaine manière éminemment théâtral, c'est-à-dire qu'il va confronter des points de vue contradictoires. Après, la question se pose de comment faire de cela éventuellement du théâtre ou un film. Bon, on pourra en parler par la suite. Mais toujours est-il que ces points de vue différents impliquent que chacun va communiquer avec les autres, va échanger. La lettre, c'est le lieu de l'échange. C'est un lieu de circulation des idées, un moment où il y a une forme de république des lettres au XVIIIe siècle, où l'Europe est correspondance, toute l'Europe, notamment l'Europe cultivée, correspond. Vous avez des lettres entre Leibniz, enfin, tout le monde s'écrit, et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de moyens techniques modernes, donc la lettre est un lieu où on exprime son intériorité et on l'ouvre à autrui. Il y a quelque chose comme un accès à une fenêtre ouverte sur soi. Et cette fenêtre ouverte sur soi, c'est par cette fenêtre-là que le libertin va s'introduire pour provoquer son œuvre, si j'ose dire. Donc lettres, échanges, circulation, un siècle d'ouverture qui était un siècle de lumière, le XVIIIe siècle, puisque c'est le moment où s'inventent certaines notions qui pour nous sont des évidences, comme notamment le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en France, à ce moment-là. C'est une idée qui n'est pas, si vous voulez, traditionnelle. On pensait plutôt à l'honneur, on pouvait penser, on a parlé du désir, mais le bonheur est une revendication tout à fait nouvelle. Notamment le bonheur individuel, le bonheur privé. De même que la notion même de sphère privée est une invention qui survient au moment des Lumières, puisque jusqu'alors, vous savez par exemple qu'il n'y avait pas forcément le même rapport à l'intimité. Les gens se déshabillaient. Vous prenez par exemple François Ier, il y avait, vous allez visiter les châteaux de la Loire, et bien vous savez que ses valets dormaient tout autour de son lit, qu'il se s'habillait, se déshabillait devant. Donc il n'y a pas du tout le même rapport, si vous voulez, à l'intimité, à la pudeur, absolument pas. Donc, avec le XVIIIe siècle, c'est l'apparition, si vous voulez, de la personne, de l'individu, ce qui est
des manifestations, bien sûr, de l'individualisme capitaliste, c'est que l'individu devient une valeur. L'individu. Et pas le moi ou le sujet. Le sujet qui était le sujet, si vous voulez, par exemple de Descartes, le sujet classique, la raison, etc. Non, ça devient la personne, l'individu, donc la notion de droit personnel, de droit privé, le bonheur, l'intimité. Toutes ces choses qui nous sont tellement évidentes aujourd'hui, eh bien, c'est à ce moment-là qu'elles sont pensées. Et notamment par Rousseau, justement, ou d'autres philosophes. Donc, cette figure-là, si vous voulez, de l'individu, qui se cristallise, eh bien, elle est le lieu privilégié de l'expression de l'intime, et donc de l'écriture épistolaire. J'écris des lettres car je pense autrement, je ressens autrement, j'écris ce que je ressens, et donc il y a cette circulation-là de la parole, de la pensée, et cette communication, ce commerce qui est censé apporter davantage de lumière par l'échange. À partir de là, dans ce monde épistolaire, il est intéressant de voir que la lettre, telle qu'elle est conçue par les libertins, devient non plus du tout un instrument d'ouverture, d'échange, de partage, mais une arme. Une arme, un moyen de contrôle, un moyen de pouvoir, et finalement une arme de destruction massive. En effet, la lettre a comme un corps, si vous voulez, elle a une dimension physique. D'abord, elle demeure. C'est une des choses que dit Merteuil. Elle dit « Je n'écris jamais, je ne laisse jamais de traces. Je n'écris jamais à mes amants, ils ne peuvent jamais rien prouver contre moi. » Puisque la lettre est un témoignage. Et d'ailleurs, ce que fera Valmont lorsqu'il a été tué indirectement par Merteuil, puisque c'est Merteuil qui a incité le chevalier, on a vu là, Danceny, à se battre en duel, il va faire publier les lettres de Merteuil. Et en faisant publier ces lettres, il la fera tomber, il la fera chuter. Donc, ces lettres noires, si vous voulez, sont des lettres en même temps de désir. Et je voudrais maintenant parler, toujours dans ce moment, sur la liaison, ce que c'est que le lien, la liaison, les formes de liaison provoquées par le libertinage. On a parlé du libertinage déjà l'autre fois avec Don Juan. Là, on atteint un palier supplémentaire, si vous voulez. En effet, le libertinage, je l'avais dit, je le rappelle brièvement, c'est d'abord l'affranchi. Celui qui s'affranchit d'une tutelle intellectuelle, c'est celui qui s'affranchit d'une forme de domination et celui qui va oser penser par lui-même. Et là, je peux ajouter une chose par rapport à la dernière fois, parce qu'on a changé de siècle, on n'est plus au XVIIe siècle, on n'est plus en 1665 avec Molière, mais on est en 1784 avec Laclos, plus d'un siècle à passer. Eh bien, le mot d'ordre des Lumières, quel est-il? C'est le propos de Kant qui dit « ose penser ». Sapere aude, ose penser. Ça veut dire ose penser par soi-même, ose penser, ose te poser des questions, ose critiquer. C'est ce que Kant appelle sortir de sa minorité. Minorité au sens légal du terme. La minorité, le fait d'être sous tutelle, le fait d'être sous domination, de ne pas penser par soi-même. Oser penser par soi-même. Tel est le grand cri des Lumières, telle est la volonté d'indépendance de l'esprit. Eh bien, ce cri-là, si vous voulez, qui est exprimé au plan intellectuel, au plan de la raison, le libertin le revendique déjà au plan non seulement de l'esprit critique, de l'esprit fort, de l'esprit libre, comme on les appelle, mais aussi du point de vue des mœurs. Et par rapport, je l'avais un peu dit l'autre fois, aux libertins originels, comme Cyrano et d'autres, qui sont dans une critique notamment des manières de pensée traditionnelles, religieuses, de l'Église, etc., le libertin, lui, choisit une forme de critique radicale de la société, c'est-à-dire de ne respecter que sa propre loi. Sa propre loi, mais qui n'est pas une loi simplement du pur désir, du pur plaisir, pas du tout. En fait, c'est là que ça devient extrêmement intéressant, on peut considérer que ce libertinage n'est pas une religion du plaisir, mais une religion de la mort. C'est une religion de la destruction. C'est une religion qui repose sur des principes absolus auxquels il ne faut pas déroger. Par exemple, dans sa lettre 81, qui est la lettre la plus dangereuse, qu'on peut appeler la confession ou l'autobiographie de la marquise de Merteuil, Valmont vient d'expliquer qu'elle courait à sa perte. Merteuil, brillamment, inverse complètement la tendance. Vous relirez pour voir l'épisode, peu importe. Toujours est-il qu'elle explique à Valmont, et d'une certaine manière, elle mouche Valmont, elle lui montre qu'elle lui est bien supérieure, en lui disant « Quand m'avez-vous jamais dérogé à mes principes ?» Donc, le libertin n'est pas sans principe. Au contraire, il y a des principes absolument radicaux et même intransigeants. Il se tient à ces principes comme à une religion. Et quelle est cette religion? Il ne s'agit pas de jouir, comme le dit la marquise de Merteuil, il ne s'agissait pas de jouir, mais de connaître, de savoir et de maîtriser. Ce que veut le libertin, c'est la maîtrise.
La jouissance n'est qu'un moyen, puisque une manière de maîtriser l'autre, c'est par cette jouissance. En provoquant sa jouissance, ou en la condamnant, et en une certaine manière en contrôlant sa propre jouissance, son propre plaisir. Donc c'est un fantasme de maîtrise radicale, et le libertin, il a une liberté, et comme le dit Kant d'ailleurs, cette liberté passe par la plus grande des contraintes, les contraintes qu'il s'impose à lui-même. C'est comme une religion avec ses privations, ses ascèses, ses jeûnes, tous une sorte de religion inversée si vous voulez, et avec la volonté de faire triompher un moi qui soit un moi héroïque. Un moi, je vous l'avais dit, c'est le mot de Médée, le dernier mot de Médée dans Corneille, parce qu'on lui dit que vous reste-t-il, elle répond moi. C'est une parole superbe. Elle a tout perdu, il lui reste moi. Eh bien, ce moi du libertin, dans un monde où il est pris en étau, si vous voulez, entre une logique de l'intérêt égalitaire qui vise au nivellement, et puis un État qui vise au nivellement par le haut, plutôt par le bas, eh bien, il lui reste à affirmer radicalement sa singularité et sa volonté, et prouver sa volonté dans un espèce de combat à mort, qui n'est plus un combat sur le champ de bataille, mais qui va être un combat, je l'ai dit, dans les salons, dans les boudoirs, jusque dans la chambre à coucher, et s'il le faut, au petit matin, sur le pré, comme on le voit dans cet extrait. Donc, cette religion de la destruction n'est pas simplement un plaisir, alors on peut dire maintenant le terme sadique, je parlerai de ça dans un instant, n'est pas un plaisir, si vous voulez, de faire le mal pour faire le mal. Évidemment qu'il y a une jouissance à voir la destruction de l'autre chez ces personnages. Parce que détruire l'autre, c'est aller jusqu'au bout de la maîtrise. Mais, au point même qu'on peut en faire, ce que décrit d'ailleurs Merteuil, lorsque j'ai un amant, j'en fais ce que je veux. Et même, je peux choisir de le garder. Donc c'est le fait de n'être assujetti à rien. On retrouve là cette notion du libertin qui est l'affranchi, qui n'est plus sous la dépendance, qui n'est plus sous la coupe de qui que ce soit, et qui peut affirmer, d'une certaine manière comme Descartes, mais poussé jusqu'à l'extrême, une forme de souveraineté, une souveraineté qui ne dépend de rien ni de personne. Tel est le projet, si vous voulez, libertin. C'est pour ça que lorsqu'on imagine le libertinage avec les froufrous, les dentelles, la petite musique, etc., ce n'est que la surface, ce n'est que l'emballage. Sous le bas de soie, il y a le tranchant de l'acier. Ce que on voit bien dans certaines des versions, notamment avec Glenn Close, avec ces personnages qui sont des lames, si vous voulez, des tranchants, et qui utilisent le plaisir, et surtout, sont des maîtres de la contrefaçon, et surtout, de la maîtrise de soi. Ce que décrit Merteuil, c'est comment elle arrive parfaitement à se maîtriser. Et j'aimerais, pour cette fois-ci, vous lire un extrait de cette lettre 80, parce que je le trouve exemplaire de cette ambition d'une maîtrise qui, pour le coup, ne recule devant rien et est prête à tous les sacrifices. Donc elle s'adresse à Valmont et elle lui dit: mais qu'ai-je, moi, en commun avec ces femmes inconsidérées? Quand m'avez-vous m'écarté des règles que je me suis prescrites et manqué à mes principes? Je dis mes principes, et je le dis à dessein, car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen, et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créés, et je puis dire que je suis mon ouvrage. Propos superbe. Je suis mon ouvrage. Il y a une parole de Coriolan chez Shakespeare qui dit « Je suis comme un homme qui serait l'auteur de lui-même ». Ce fantasme absolu de ne même pas avoir la dépendance de ses parents, de ne voir qu'à soi-même, de n'avoir rien au-dessus de soi, rien avant soi, et d'être le créateur de soi. Le projet là, on voit là, si vous voulez, qu'il y a une forme d'héroïsme, c'est un projet limite, c'est-à-dire tout devoir à sa propre création, à sa propre volonté. La principale qualité du libertin n'est pas la sensualité, c'est la volonté. La volonté d'arriver à se façonner soi-même. Par exemple, elle décrit « Je tâchais de régler même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelques chagrins, je m'étudiais à prendre l'air de la sérénité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillé avec le même soin et plus de peine,
pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. Autrement dit, le libertin, et j'avais terminé là-dessus à propos de Don Juan, est l'acteur parfait. Il est l'acteur parfait car il peut tout simuler, tout contrefaire, tout contrôler. Il y a d'autres formes d'acteurs qui sont des acteurs traversés. On aura peut-être cette conversation une autre fois, mais en tout cas, là, c'est un acteur de la maîtrise et de l'hyper-maîtrise qui arrive à composer totalement son personnage. Si ce n'est pas de l'héroïsme, je ne sais pas ce que c'est que cette volonté qui est capable d'aller jusqu'à la souffrance infligée à soi-même pour construire sa propre supériorité. Et donc, cette manière-là de faire lui donne l'ascendant, et je voudrais maintenant arriver à cette notion d'acteur, et non seulement d'acteur, mais même d'auteur. Je vous lis un propos de Merteuil. Il suffisait de joindre à l'esprit d'un auteur le talent d'un comédien. Je m'exerçais dans les deux genres, et peut-être avec quelques succès. Mais au lieu de rechercher les vains applaudissements du théâtre, je résolus d'employer à mon bonheur ce que tant d'autres sacrifiaient à la vanité. Et c'est là que le libertin est sublime. Il n'a même pas besoin, si vous voulez, d'être reconnu socialement, d'avoir l'applaudissement des autres. Il lui suffit de savoir qu'il est pour lui-même un acteur parfait. Il y a une limite à cela, c'est que le libertin a malgré tout besoin du regard d'un autre libertin, évidemment, et que c'est tout l'objet de ces correspondances, que des échanges entre des libertins qui se connaissent et qui se reconnaissent entre eux. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'ils vont chuter. En effet, le libertin a une morale à deux niveaux. La morale extérieure, à laquelle il faut se conformer pour ne pas subir de critiques, et une morale intérieure qui concerne, comme le dit Sade, l'extrêmement bonne compagnie libertine, qui, elle, peut se permettre ce qu'elle veut. Foris ut decet, intus ut libet. Foris ut decet à l'extérieur, ut decet comme il convient, decet d'essence. Intus ut libet, intus à l'intérieur, ut libet, liberté comme il convient, comme je veux, comme il vous plaît. À l'extérieur comme il faut, à l'intérieur comme vous voulez. C'est la morale du libertin qui, en effet, est insoupçonnable socialement, et c'est très important. Merteuil ne cesse de dire, vous relirez cette lettre, comment elle arrive à construire une image de vertu absolue, et même de prude, et qu'elle est insoupçonnable. Je lis. Alors, je commençai à déployer sur le grand théâtre les talents que je m'étais donnés. Mon premier soin fut d'acquérir le renom d'invincible. Pour y parvenir, les hommes qui ne me plaisaient point furent toujours les seuls dont je leur d'accepter les hommages. Je les employais utilement à me procurer les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais sans crainte à l'amant préféré. Mais celui-là, ma feinte timidité ne lui a jamais permis de me suivre dans le monde. Et les regards du cercle ont ainsi toujours été fixés sur l'amant malheureux. Donc, apparemment invincible, apparemment inattaquable, apparemment sans amant, et la stratégie de la diversion prouve bien qu'on est bien là dans une logique de la guerre, une logique militaire. En effet, le libertinage est une forme de guerre, je l'ai dit, et il n'est pas un hasard que Laclos soit un général d'artillerie qui a composé par ailleurs un traité de balistique. Et on peut très bien considérer que les lésions dangereuses sont un traité de balistique appliqué à l'amour. Si vous regardez la manière dont le roman est écrit, de quoi s'agit-il? De faire le siège d'une femme, de mener l'assaut, de faire chuter la place forte, ensuite de publier la victoire, de raser la place. C'est de la balistique appliquée à la matière amoureuse. Comment s'appelle le personnage que Valmont cherche à séduire? Tourvel, une tour. Une tour et une vallée. Et en face, Valmont, la vallée et la montagne. Les deux personnages sont construits par leur nom même, dans une forme de miroir, et l'un va faire le siège de l'autre. En face, Merteuil, et Merteuil n'est pas loin à la fois de la mer plutôt, et du meurtre, et on a, dans ces noms qui sont des noms à deux syllabes, comme des échos qui se retrouvent, comme si on avait des généraux sur un champ de bataille, plutôt des prédateurs et des proies. Car effectivement, le monde se divise en deux catégories, comme le dit le bon, la brute et le truand. Il y a ceux qui ont un revolver et ceux qui creusent, et toi tu creuses. Eh bien, là, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui savent manier les lettres et le libertinage, et ceux qui en sont les victimes.
On est donc dans un théâtre à deux niveaux, si vous voulez, avec ce qui se joue pour le monde, pour la scène du monde, les apparences, et puis, et c'est pour ça que le roman est génialement construit, les coulisses. Vous voyez une scène, et puis vous entrez dans les coulisses. Et en plus, les coulisses ont plusieurs strates. Donc c'est comme une sorte de jeu de masques avec des couches successives, comme si on tentait à chaque fois de toucher une vérité, que les masques successifs se levaient sans jamais permettre d'atteindre un point stable. Et c'est ce qui est le plus frappant chez ce personnage de Merteuil, c'est qu'elle est insaisissable. Elle n'est jamais décrite, on ne connaît pas son âge. On sait que par exemple, la jeune Cécile de Volanges a 16 ans, on sait que Madame de Rosemonde a 84 ans, l'âge du siècle, on ne connaît pas l'âge de Merteuil. Il y a un certain nombre de mystères sur Merteuil. Par exemple, dans cette lettre 81, elle dit « Peu de temps, mon mari mourut. Peu de temps après, mon mari mourut. Fort à propos, à peu près. » Ah oui, fort à propos. Il y a ainsi un certain nombre de choses qui sont presque suggérées, qui sont laissées dans une espèce d'ombre de mystère. Pas seulement ce qu'on appelle la gaze en langue libertine, c'est-à-dire le fait de voiler les choses. Vous savez, quand par exemple un roman libertin écrit et je déposais sur son autel fumant les marques de mon amour, vous pouvez le prendre sous une forme poétique, et vous pouvez le prendre sous une forme absolument métaphorique, concrète. Et le roman libertin fonctionne de la manière que vous pouvez le lire sur les deux plans. C'est ce qui fait toute la saveur. Vous n'allez jamais nommer une chose directement, vous allez utiliser des termes détournés qui vont pouvoir évoquer, et c'est précisément dans cet entrebâillement-là, ce que dit Barthes à propos de l'érotisme, il dit que c'est l'entrebâillement. C'est le fait qu'il y a quelque chose qui se dévoile et qu'on devine. C'est pour ça que c'est une littérature érotique et pas pornographique. Enfin, elle peut être pornographique comme chez Sade, mais c'est une littérature érotique au sens où elle laisse deviner des choses sans forcément les montrer et sans les dire. Et donc on est bien à la fois dans les sentiments, dans l'intimité, mais on est toujours dans cette espèce de trouble et de mystère d'entre deux. Donc ce libertinage, effectivement, religion de la guerre, je l'ai dit, religion de la destruction, religion de la mort, balistique et jeu d'échecs que vont se livrer non seulement entre les libertins et les proies, les victimes, mais même les libertins entre eux. Avant de parler de ce duel-là, qui est le duel central des liaisons dangereuses, il y a une dimension fondamentale. On a parlé de ce contrôle, on a parlé des passions, et il faut dire un mot de ces passions. Les passions ne sont pas seulement les sentiments, l'amour, la haine, le désir, etc. La passion, au sens classique du terme, est un rapport entre l'âme et le corps. Par exemple, la fuite est une passion. Le fait que Tourvel n'arrête pas de fuir, c'est une passion qu'on appellerait une passion au sens classique. Par exemple, la confiance que les autres personnages ont en Merteuil est une passion. C'est une certaine configuration, si vous voulez, entre l'âme et le corps, qui va impliquer des comportements. Donc la passion a une dimension naturelle, et d'ailleurs, le XVIIIe siècle est le siècle où la nature est célébrée, la naïveté, regardez les tableaux de Fragonard, de Boucher, de Greuze, etc. La nature, la naïveté, le sentiment, regardez comment Diderot évoque justement cette question du sentiment naturel, etc. Et bien en même temps qu'il y a toute cette célébration de la nature, il y a un fantasme de la manipulation des passions. Et certainement que les liaisons dangereuses constituent à cet égard le chef-d'œuvre. Les passions, cette chose qui est censée être naturelle, qui vient, qui vous traverse, deviennent ici l'objet d'une mécanique. On ne raisonne pas avec des passions, on les meut, on les déplace. On ne va pas raisonner avec l'amour de quelqu'un, on le déplace comme une force, comme une énergie. Et le caractère absolument implacable, on pourrait dire, de ce roman, c'est qu'on voit comment les deux libertins arrivent à utiliser, à provoquer, à bouger les passions des autres, comme s'il s'agissait d'automates. Comme s'ils activaient des forces, des leviers, des poulies. Et le XVIIIe siècle a été fasciné par les automates. Regardez Casanova, le film de Fellini, et vous voyez comment il y a cette fascination de l'automate qui revient, et que ce siècle-là n'a pas cessé de réfléchir sur ce que c'est que la nature, ce que c'est que la mécanique, et comment est-ce qu'on peut contrôler, ou tenter de contrôler, dans une espèce de fantasme de maîtrise absolue, cette nature. Donc, roman de la passion, de la manipulation de la passion, et d'une certaine manière, c'est avec cet horizon-là qu'on a un point limite dans ce que Descartes a signé, je l'avais dit, se rendre comme maître et possesseur de la nature. On a l'espèce de fantasme absolu de la maîtrise sur soi et de la maîtrise sur l'autre.
Alors, pour, dans un dernier temps, nous pencher sur ces duels et surtout sur ces figures, je voudrais, après avoir évoqué avec vous cette incandescence, ce point limite aristocratique, et puis cette question des liaisons, à la fois le libertinage, la correspondance, la passion. Maintenant, je voudrais qu'on parle de ces figures-là, c'est-à-dire de ces libertins, de ces proies, et comment ce système-là fonctionne. Il y a d'abord la figure de Valmont. Valmont, c'est l'homme du roman. C'est l'homme au sens où les autres figures sont pâles. Il y a de vagues rivaux qui sont évoqués. Il y a le chevalier d'Ancenis, qui est un jeune homme, on parlerait. Mais on est du point de vue masculin ici. Et pourquoi est-ce qu'on est du point de vue masculin? Parce que cet homme-là, Valmont, en fait, a commerce, au sens classique du terme, avec à peu près l'ensemble des femmes du roman. Rosemonde et sa tante. On est d'ailleurs dans des histoires de famille, ils sont tous cousins. Merteuil est l'ancienne maîtresse de Valmont. Et il souhaiterait qu'elle le soit encore. En tout cas, la confidente l'amie. Madame de Volanges, apprend-on, a été l'amante de Valmont. C'est pour ça qu'elle le déteste autant. Tourvel est la proie, la cible de Valmont. Quant à la jeune Cécile de Volanges, elle sera, comme le dit Valmont, une conquête extrêmement facile, puisqu'elle ne demande qu'à être initiée. Autrement dit, sur les 5 femmes que présente le roman, qui sont comme les 5 âges de la vie, si vous voulez, Cécile de Volanges a 16 ans, Tourvel a une petite vingtaine d'années, la marquise de Merteuil a quelque part entre 30, 40, difficile de savoir, c'est une jeune veuve, le statut de la veuve étant le statut le plus libre, c'est comme Stélimène, hein, dans le Misanthrope, cette jeune veuve, puisqu'on n'est ni sous la tutelle du père, ni sous celle du mari. Donc c'est l'état idéal. Il permet de faire ce qu'on veut sans être assujetti à qui que ce soit. Donc à l'âge classique. Donc Merteuil, ensuite Madame de Volanges qui est une mère, donc elle a, pour l'époque peut-être 35, 40, parce que Cécile a 16 ans, et puis on passe tout de suite à Rosemonde, 80 ans. Donc on a, si vous voulez, comme dans ces tableaux où on représente les différents âges de la vie, si vous voulez, on a là 5 femmes qui sont comme des moments de la vie, la jeune fille, la jeune épouse, la veuve, la mère, et puis la grand-mère. Et toutes tournent autour de Valmont, et toutes sont articulées à Valmont. D'ailleurs, la seule avec laquelle il n'a pas de commerce sexuel est sa tante, sans doute pour des raisons d'âge uniquement, car je ne pense pas que la question familiale aurait arrêté Valmont. En tout cas, on voit bien qu'on est du point de vue masculin, on est du point de vue de Laclos, et que ce n'est pas un hasard qu'on soit du point de vue masculin, puisque le libertinage est une activité d'homme. C'est-à-dire que c'est un jeu noble qui consiste à séduire des femmes mariées, ou en tout cas des femmes censées être impossibles à séduire, à les conquérir et à les faire chuter, au sens à publier le fait qu'elles ont failli. Donc il s'agit bien d'une conquête, il s'agit d'une conquête au sens militaire du terme, et ce sport-là, qui est un sport masculin, la marquise de Merteuil le dit très bien, elle dit « Vos défaites ne sont que des succès en moins ». C'est remarquable, la langue de ce roman est... La langue seule suffira à le faire tenir. Vos défaites ne sont que des succès en moins. C'est-à-dire que pour les femmes, la stratégie doit être toujours défensive. La femme a tout à perdre et l'homme tout à gagner dans ce jeu-là. Quel est donc le coup de force opéré par Merteuil? C'est qu'elle va être pour les hommes ce que les hommes sont aux femmes. Elle va devenir de victime, proie, chasseur. Si bien vous avez un jeu à 2 niveaux, Valmont au centre de ces femmes, avec une manipulation des différentes passions et cette espèce de Champions League libertin, si vous voulez. C'est le fait qu'il y a une conquête pour avoir le titre du conquérant, le titre de celui qui sera le plus libertin, pas seulement d'ailleurs en couchant avec des femmes, je vous l'ai dit, ça n'est pas le seul propos. Le propos, c'est plutôt de montrer, comme sur un champ de bataille, comme sur un tournoi, sa supériorité. Eh bien, au-delà de ça, Merteuil va renverser le jeu, c'est-à-dire qu'elle va, comme elle l'écrit, « Je suis né pour venger mon sexe ». Et dominer le vôtre, maîtriser le vôtre. Je suis né lettre 81 toujours, j'étais né pour, ce qu'on a mis dans la lettre qu'on vous a envoyée avec Gabriel, j'étais né pour dominer pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre. Donc il y a une guerre des sexes, là je l'ai dit, et un renversement de cette activité libertine qu'opère Merteuil. Donc Valmont, sa contradiction principale, c'est
l'amour chez un libertin. Comment peut-on contrôler ses passions alors que contrôler les passions des autres, alors qu'on est en proie à l'amour, et un amour sincère. Et c'est toute la tragédie, évidemment, de ce roman, et ce qui donne la complexité. Chacun a une faille. Et si vous regardez Merteuil, elle a également une faille, puisqu'elle aime Valmont. Elle a une douleur qui fait que de se sentir abandonnée, de se voir préférer une autre femme, va la pousser à cette vengeance qui va provoquer la destruction de cet homme qui est pour elle le plus important. Donc chacun des personnages a une faille, et chacun des personnages finalement périt du fait de son amour-propre, de l'amour de soi, de l'estime de soi, qui est si fondamentale. Et ce que prouve le roman, d'une certaine manière, c'est que, à force de n'aimer que soi, on meurt. Puisqu'il n'y a pas d'amour pour l'autre, on épouse une femme sans l'aimer, on aime d'autres femmes de passage, et finalement on n'aime que soi. Cette forme-là de libertinage comme amour de soi absolu, même héroïque, ne peut aboutir qu'à la destruction, d'abord des autres et ensuite de soi. Donc ça c'est Valmont, et ces autres femmes, pour aller plus rapidement dans chacune des configurations, on voit que avec la jeune fille, le fait qu'elle n'ait pas reçu d'éducation va en donner toute la malléabilité. Cécile de Volanges devient une proie facile et elle devient absolument ce que veut Valmont, elle va être façonnée par lui. Tourvel, elle, et là c'est la seule figure que je l'ai dit qui n'est pas une figure d'aristocrate, va complètement céder à cette passion et en être ravagée, une amoureuse qui est détruite, qui sombre dans la folie. Et Madame de Volanges, qui se réfugie derrière des convenances, ne comprendra pas, dira ne pas comprendre ces débordements dont elle n'a vu absolument pas les tenants et les aboutissants. Quant à Rosemonde, qui est celle qui ferme le roman, qui est cette figure de la sagesse, si vous voulez, qui a regardé passer le siècle, eh bien, elle représente une sorte d'île d'innocence, pourrait-on dire, en tout cas de sagesse et de bienveillance, comme si elle voyait passer ses destructions et ses ravages successifs, comme si elle était déjà de l'autre côté du temps, et comme si elle voyait ce siècle se finir en appelant d'autres moments. Alors, pour conclure, on a là un chef-d'œuvre absolu, à la fois comme roman, comme on a vu ici une adaptation qui est faite par Christopher Hampton, un des plus grands auteurs anglais. J'en avais fait d'ailleurs une mise en espace en Angleterre il y a quelques années, puisque le film dont vous avez vu l'extrait que vous connaissez est tiré d'une pièce que je vous invite à lire, parce que c'est une pièce qui vraiment synthétise les enjeux, qui est une réécriture extrêmement forte, et le scénario et l'adaptation de cette pièce. Et on voit comment ce jeu extrêmement complexe, ce jeu d'échecs, cette manipulation des passions, constitue bien des figures héroïques, avec en plus un humour, un esprit qui tue, puisque il s'agit à chaque fois de montrer sa supériorité, y compris dans la langue, dans l'échange. Et donc c'est cet éclat et cette énergie, si vous voulez, du roman, puisque c'est un grand roman sur le mal, et c'est un roman sur cette énergie, cette passion, que chacun va lancer, que ce soit dans la passion, que ce soit dans la maîtrise. En tout cas, les énergies sont absolument déployées, et c'est ce qui fait qu'il y a une forme de grandeur dans cette espèce d'appétit d'énergie et cette espèce d'élan vital qui traverse, et qui fait que de toute façon, tout le monde sera au total carbonisé. Valmont meurt, on l'a vu, le jeune Danceny va partir dans les ordres à Malte, Cécile se retrouve dans un couvent, autrement dit la jeunesse se retrouve condamnée à la chasteté, enfermée, Tourvel meurt dans la folie. Quant à Merteuil, elle part en Hollande, elle est défigurée par la vérole, elle ne peut plus séduire, donc elle ne peut plus absolument exercer son état. Donc il ne reste plus personne à la fin, sinon deux femmes qui conversent en constatant l'étendue des dégâts. C'est un champ de ruines, mais sur quel chef-d'œuvre et avec quelle fascination. Et c'est cette fascination-là sur laquelle je voudrais conclure, puisque cette fascination de l'énergie, de la passion, et ce projet, même si c'est un projet limite, eh bien, on le retrouve chez Sade, qui, au même moment, écrit ses romans, Justine ou les malheurs de la vertu, Juliette ou les prospérités du vice, qui se retrouve enfermé pendant la moitié de sa vie, qui se retrouvera enfermé pendant la Révolution française, qui passe près de la moitié de sa vie en prison, et qui a écrit un texte célèbre, français, encore un effort, si vous voulez devenir républicain. Encore un effort, comme s'il fallait pousser toujours plus loin cette logique-là, et peut-être que là est un geste héroïque, même si c'est un geste héroïque qui peut paraître fou, et que chez Sade, évidemment, le projet est un projet qui va
j'allais dire encore plus loin, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'affirmer sa suprématie, mais d'une certaine manière, d'aller à la fois contre la nature tout en l'affirmant, et dans le geste sadien, j'avais évoqué Pasolini et Salo et les 120 journées de Sodome, on a une sorte de point limite, au point qu'à la fin, d'ailleurs, ce n'est même plus du roman, c'est une forme de volcan, de fantasme, et de volcan limite qui n'est pas, quasiment pas représentable. Avec Les Liaisons dangereuses, on reste malgré tout dans ce chef-d'œuvre-là, et dans cet héroïsme, dont j'espère qu'il vous a fasciné, vous fascinera encore, autant que moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Comme toujours, moment fondamental après de l'échange, et donc Gabriel préposé au passage de la parole. Je peux monter un peu la salle? Pardon, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a plusieurs éditions des Liaisons dangereuses? Parce que celle que j'ai lue, il me semble que Merteuil est au centre du dispositif. C'est-à-dire, c'est elle qui veut envoyer Valmont séduire la petite Volange. Non, il y a une seule édition. Vous avez totalement raison sur le fait que c'est Merteuil qui contrôle les choses. Et quand j'ai parlé de Valmont au centre, j'ai parlé au centre des femmes. C'est que si vous regardez les personnages, il y a 5 personnages féminins essentiels. Et en termes de personnages masculins, il y en a essentiellement 2, c'est-à-dire Valmont et Danceny. Donc ce que je disais simplement, c'est qu'en termes de point de vue, le point de vue est celui de Valmont. Vous avez parfaitement raison qu'en termes de contrôle, c'est Merteuil qui est au centre et que c'est elle qui va pousser... Absolument, qui contrôle tout, c'est elle qui va pousser par vengeance Valmont à séduire la petite Volange, qui est une manière à la fois de le détourner de Tourvel, de se venger, enfin, effectivement, bien sûr. Et c'est dans le but de détourner la petite Volange du fameux mariage avec Gercourt. Exactement, exactement. Le but, c'est pas de la détourner du mariage, mais c'est qu'elle arrive au mariage en étant déjà une femme accomplie, et pas du tout en étant dans l'innocence, ce qui permet, parce que ce que dit Gercourt, le personnage de Gercourt dit, voilà, je veux absolument, Gercourt étant un libertin, il dit, je veux épouser, comme Arnolphe, une jeune femme complètement innocente, et donc il cherche une femme absolument innocente, une jeune femme. Et Merteuil, sachant cela, dit très bien, la jeune femme qu'il veut épouser, on va en faire une femme encore plus experte en amour que les femmes qu'il a connues. Ce qui sera une manière de vengeance, il sera la risée de Paris, puisqu'il ne sera pas voilà, un mari tel qu'il le veut. Donc effectivement, c'est une vengeance de la part de Merteuil, et c'est aussi une diversion. C'est une manière de dire, votre présidente n'a aucun intérêt, occupez-vous plutôt de ma vengeance. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de Laclos dans son rapport aux femmes? Est-ce que c'est un roman féministe? Alors, c'est une excellente remarque. Il y a un propos de Rousseau sur le prince de Machiavel. Donc, le prince de Machiavel qui explique comment un prince doit prendre le pouvoir et le conserver. Qui explique toutes les recettes pour le faire. Les recettes, en tout cas, les méthodes. Et il y a une note célèbre de Rousseau qui considère qui dit « Le prince est le livre des républicains ». Parce que, comme il explique tout ce qu'un prince doit faire, c'est une manière pour les républicains de bien comprendre comment empêcher la tyrannie, etc. C'est une manière de le prendre à l'envers, si vous voulez. Alors, à cet égard, on peut absolument considérer que Les Liaisons dangereuses est un roman féministe, puisqu'il s'agit bien de la revanche d'une femme sur un monde tenu par les hommes, et où les femmes sont des victimes. Et là, la femme n'est plus la prédatrice, mais elle est, au contraire, celle qui va renverser cet ordre-là. On peut faire une lecture de cela. Après, à mon avis, ce qui est fascinant dans ce roman, c'est qu'il échappe à tout manichéisme. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les femmes sont des victimes, et c'est ce qui arrive à la malheureuse Tourvel ou à Cécile, mais les hommes ne s'en tirent pas mieux. On voit la faiblesse de Valmont, on voit comment il est complètement manipulé par Merteuil et devient, si vous voulez,
le jouet, que dès lors qu'elle le prend sur l'orgueil, qu'elle lui dit pour prouver que vous êtes indépendant, débarrassez-vous de la femme que vous aimez, ce qu'il fait, et donc elle devient folle, et elle lui dit, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans la scène, ma victoire n'était pas sur elle, elle était sur vous. Et elle dit, lorsqu'une femme touche une autre femme au cœur, elle manquera rarement sa cible. Donc, personne n'en sera indemne. Donc oui, un roman féministe, certainement, au sens où le personnage le plus fort de la pièce, du roman, c'est Merteuil, de façon certaine. La plus intelligente, la plus consciente, la plus terrible, la plus fascinante, bien sûr. Après, dans le mal, d'une certaine manière, puisque dans le contrôle, dans la destruction de l'autre... Une autre remarque, question, liaison. Qu'est-ce qui reste de l'œuvre dans la version de Roger Vadim? Pas grand-chose, je crois. Comme souvent chez Roger Vadim. C'est pas gentil. Non, je pense que ça n'est pas la version la plus fine qui soit des liaisons dangereuses. Même. Je pense que la meilleure, c'est celle qu'on vous a passée à l'extrait de Stephen Frears. Celle de Forman, celle de Vadim, sont des versions un peu approximatives et un peu superficielles. Et que, là, il y a une réflexion, si vous voulez, sur la passion, qui est liée aussi aux interprétations des acteurs, mais il y a une vraie conscience de la complexité dans cette version-là. Oui ? Non? Bien. Écoutez, j'espère que ces liaisons, dont on entend d'être dangereuses, ont aussi été savoureuses. Je souhaite en tout cas que la soirée le soit, mais avant ça, je vais passer la parole à Gabriel pour dire un mot. Est-ce que tu veux pas plutôt nous parler deux, trois petits mots des carnets du sous-sol, puisque j'ai ouvert la séance en disant qu'il y avait donc cette création lundi et mardi, mais ce serait peut-être bien que ce soit toi qui dises deux, trois mots de l'adaptation de la mise en scène. Alors, on passe des liaisons au sous-sol. Il suffit d'enjamber le siècle, il suffit de passer le pont pour passer de Laclos à Dostoïevski. Alors, Dostoïevski a écrit plusieurs textes à la première personne qui sont passionnants parce que vous êtes dans l'âme d'un personnage complètement et d'un personnage décalé. Il y a le journal d'un fou, les nuits blanches, le journal d'un fou c'est Gogol, pardon. Il y a le joueur, plutôt, le joueur, les nuits blanches, et là c'est le sous-sol. De quoi s'agit-il dans le sous-sol? Un homme est enfermé depuis 20 ans dans son sous-sol. Il vit au milieu des livres et il fait le procès de l'humanité et son propre procès. Et donc, on voit une intelligence extrême dans cette parole-là. Et il se trouve qu'il y a un acteur avec qui j'avais travaillé justement dans Les Liaisons dangereuses il y a 3 ans, qui est un acteur que vous avez peut-être vu puisqu'il joue dans Game of Thrones, pour ceux d'entre vous qui aiment les séries, qui est un acteur vraiment remarquable, un acteur shakespearien, et qui joue le prince blond, voilà, en tout cas, c'est une série shakespearienne, Game of Thrones, c'est une série sur la guerre des roses, avec les deux clans, etc. Bref, cet acteur-là m'a contacté en me disant « j'aimerais bien qu'on retravaille ensemble ». J'ai dit « mais évidemment, c'est un acteur vraiment extraordinaire, je pèse mes mots ». Voilà, on lui prédit un destin à Johnny Depp, c'est vraiment un acteur bête de plateau. Et donc on s'est vu et on a dit ben oui, faisons quelque chose. Et quand pouvons-nous faire quelque chose, on s'est aperçu que c'était maintenant. Et donc on l'a fait. Voilà, on a créé ce spectacle-là qui se joue en exclusivité mondiale, je tiens à le dire, parce que ce spectacle ira à Londres la saison prochaine et sans doute ailleurs. Donc la première fois, les premiers spectateurs, c'est vous, dans le monde. Voilà, on joue à la ferme lundi et mardi prochain, en anglais, surtitré en français, mais je vous rassure, il y a des gens, avant même qu'on mette les surtitres, il y a des gens qui ont vu, et le jeu est tellement explicite, c'est tellement puissant, de toute façon, on comprend absolument tout, et les surtitres en plus font complètement tout. Voilà, ça dure 1 heure, on joue lundi et mardi, à 19h et à 21h, pour vous. Donc venez, vraiment, parce que voilà, c'est là à la fois, on va jouer ici, et après on joue quelques dates à Paris à l'atelier de Delacroix, pour des tout petits groupes, 30 personnes, et après on va... Venez parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un mail à contact@caractère.com. On prend les réservations. Sinon, qu'est-ce qu'on annonce? On annonce le débat de ce dimanche entre Gérard Garuti et Alain Finkielkraut, animé par Émile Mallet, après la représentation de Haïm à la lumière d'un violon à la salle Gaveau. Donc là aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez venir.
Et dernière chose, le prochain débat, les héros du désenchantement autour de Lorenzaccio, qui est le mercredi 5 mars, donc dans un mois tout pile. Voilà, là encore, on va vous envoyer un mail de rappel avec l'affiche. Si vous ne m'avez pas donné votre mail et que vous voulez le recevoir, n'hésitez pas à passer me voir maintenant pour que je les prenne. Voilà. Merci à vous et j'espère, après la clôt de Dostoïevski, tout dans les bras, donc j'espère début de semaine. Merci beaucoup. Bonne soirée.